Bonjour tout le monde, bienvenue dans Balance ton film, l'émission dans laquelle je regarde vos films préférés, dans laquelle je partage tous vos goûts à Intercut. Cette émission, c'est en quelque sorte votre émission. L'idée, elle est toute simple, bon, je la rappelle à chaque début d'émission pour les nouveaux venus. Vous choisissez un film en commentaire, un film dont vous voulez que je parle sur Intercut, un film qui vous est cher ou juste que vous voulez faire découvrir à tout le monde. Je fais un tirage au sort et j'en sélectionne 3 au hasard. 3 dont je parle ensuite dans Balance ton film, comme une sorte de retour post-visionnage, que je les connaisse déjà ou pas, je les revois et j'en parle ensuite. La dernière fois, on était quand même parti sur l'un de mes films préférés de Son Ocean, soit l'un des réals contemporains les plus intéressants à mon sens. On était aussi parti sur un Je suis une légende en mieux et sur un western horrifique avec du bon gros cannibalisme sa mère. Et aujourd'hui, encore une fois, vous avez choisi du très lourd puisqu'il n'y a pas un seul film mauvais ou même moyen parmi la sélection. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est parti pour Balance ton film 8. Mais avant de vous parler de ces films, et oui, je sais que je suis en bob, je vais vous parler du sponsor qui rend cette vidéo possible, la marque Oli. Parce que clairement, si tu rêves de remplacer le café, les boissons énergisantes, les iced tea par une alternative saine, équilibrée, écologique et hyper bonne, vraiment Oli, c'est pile ce qu'il te faut. Je vous explique, t'as une portion de poudre que tu mixes ensuite avec un shaker, donc niveau écologie déjà on est pas mal, et cette poudre va te donner des boissons énergisantes sans sucre, sans taurine, seulement 20 calories par portion avec une multitude de goûts différents, fruits de la passion, abricots, clairement tu vas trouver ton bonheur, je me fais pas de soucis pour ça, il y en a pour tous les goûts. Et ils ont aussi lancé la même chose pour le thé glacé, ce qui est une excellente idée. Même principe, une portion de poudre et tu te retrouves avec 50 centilitres de thé glacé à base de thé noir, pêche et nectarine, exactement le même goût que le thé glacé que tu connais par cœur, et que perso je m'enfilais assez fréquemment et que j'ai complètement arrêté depuis que Oli m'a envoyé leurs produits. Donc voilà, tu remplis ton shaker, tu mets des glaçons si tu veux vraiment faire les choses bien, une cuillère de poudre, tu mixes et t'as un iced tea avec moins de 20 calories dans ton verre, avec du vrai bon thé et plein d'antioxydants. Et franchement, quand tu vois la quantité de sucre astronomique qu'il y a dans les iced tea classiques, je peux te dire que Oli c'est bien utile. Et évidemment, pour vous permettre de tester et vous faire votre propre avis, j'ai un code pour vous. Tu peux économiser 5€ sur ta première commande et 10% de réduction sur les commandes suivantes, rien qu'en utilisant le code INTERCUT5 qui s'affiche ici, ou plus simplement en cliquant sur le lien en description. Merci beaucoup à Oli pour leur soutien à la chaîne. Nous, on se replonge dans la vidéo. Bon comme je vous l'ai dit, on va commencer quand même bien fort, avec un réalisateur américain qui est quand même l'un des plus réputés du cinéma d'action actuel, un cinéaste américain qui est l'un des plus appréciés de ces dernières décennies, et qui a eu une influence énorme sur le thriller urbain, et l'ami JR nous a proposé ici le premier film qu'il a réalisé et qui est sorti en salle, un film sans lequel un certain Drive n'aurait probablement pas eu la même tête, vous allez voir, on va en parler. On va parler du Le Solitaire de Michael Mann. À pas confondre avec un film avec Jean-Paul Belmondo qui est sorti quelques années auparavant. Donc, dans Le Solitaire, on va suivre l'ami Frank, qui est joué par un James Caan assez excellent, qui est un ancien voleur, plus spécifiquement perceur de coffre-fort, et qui ne résistera pas à l'appel du fameux dernier coup pour se mettre à l'abri et fuir avec Jessie, sa compagne. Mais comme toutes les dernières fois au cinéma, rien ne va se dérouler comme prévu, et ce qui est assez fascinant, c'est que si Le Solitaire est le premier film de Michael Mann à bénéficier d'une exploitation sale, on y retrouve déjà tout du réalisateur. Et c'est même pas exclu de considérer que Le Solitaire soit une note d'intention, en tout cas on peut le voir comme ça, pour son grand chef-d'œuvre, j'ai envie de dire, Collatéral. Pull over, it's fantasy, stop it! On est sur un film noir qui se passe dans un Chicago nocturne qui, même quand il est filmé de jour, semble absolument labyrinthique, avec une photographie superbe et une bande-son envoûtante, lancinante, une bande-son électro qui est signée Tangerine Dream, avec un ancien détenu repenti qui replonge. Alors avec tout ça, pas de doute, on est chez Michael Mann, Et clairement, signé, mais alors une scène d'intro comme ça pour ton premier film au cinéma,
franchement, c'est pas donné à tout le monde. Hein. La capacité que ce mec a dès l'ouverture à instaurer une mise en scène nerveuse, tendue, au découpage, mais alors millimétré, d'où surnagent des respirations superbes, mais assez brèves, parce qu'il faut que tu restes en permanence le souffle coupé face à la situation qui est hyper tendue. C'est franchement hyper impressionnant et on sent d'emblée qu'on est vraiment face à un patron, quoi. You're scary because you don't give a fuck. But don't come on to me now with your jailhouse bullshit because you are not that guy. Don't you get it, you prick? You got a home, car, businesses, family, and I own a paper on your whole fucking life. Mais avant de parler purement mise en scène, d'action, etc., on va d'abord parler du reste. Le solitaire, c'est surtout, avant tout, un homme, mais qui, solitaire, il l'est pas tant en fait, puisqu'il est accompagné par Jessie, sa femme, qui est tout aussi désabusée, fatiguée, exténuée que lui, et en fait, tous deux ne veulent finalement qu'une vie bien rangée en fait. Et ces séquences entre eux, elles sonnent absolument vraies. C'était nécessaire pour qu'on puisse s'attacher au tragique de l'histoire, et c'est aussi à mon sens que Refn avait très bien compris avec Drive. L'histoire d'amour doit vraiment marquer le spectateur pour que le reste du film existe. Et ça, Michael Mann, il y parvient très bien aussi. Parce qu'au milieu de cette mise en scène atmosphérique, cette alternance de tension brute et de moments de poésie absolue, ces deux personnages, ils existent vraiment, quoi. It's over. So I'm just asking you to be with me. J'essaye de pas parler de scènes en particulier pour vous garder la surprise, parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent les films qui vous sont conseillés dans ce format, et d'ailleurs c'est un vrai plaisir. Il y a rien que j'aime plus que de recevoir vos retours sur les films dont j'ai parlé dans Balance ton film, mais je reviens sur le solitaire, je dois quand même insister les gars sur ces plans urbains qui sont magnifiques quoi. Ils sont exceptionnels, et au cinéma, franchement découvrir ce film au ciné ça devait être absolument dingue. J'ai quand même ce petit regret de l'avoir découvert chez moi quoi, parce que clairement, mais ça on le sait, c'est pas une nouveauté, la capacité de Mann à filmer la ville, c'est juste dingue quoi. Alors oui, il y a peut-être moins d'action, surtout moins d'action complètement décomplexée que dans ses derniers films comme Hacker par exemple, mais on y retrouve vraiment la même sensibilité. Alors vraiment, merci beaucoup JR pour cette redécouverte, vous pouvez foncer sur ce film. Ok, alors deuxième film, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi pour ça que j'adore cette chronique. On va faire un tour du côté de la France, avec un film que j'avais déjà vu et dont ça fait pas mal de temps que je veux parler sur Intercut. J'attendais la bonne occasion et c'est l'ami Abden qui me l'a donné. On va parler d'un film d'horreur français au pitch glaçant et assez génial, qui a bien inspiré un certain Almodovar, vous allez comprendre. Ce film s'appelle Les yeux sans visage. Alors, on va suivre le docteur Génésier qui vit un grand drame. Sa fille a été défigurée dans un accident de voiture, un accident dont il est responsable. Heureusement pour lui, ce mec est aussi un chirurgien esthétique surdoué qui va donc, avec son assistante, attirer des jeunes filles dans son laboratoire pour leur voler leur visage et rendre son apparence à sa fille. J'en dis pas plus, vous comprenez déjà qu'on est sur quelque chose d'assez tordu, hein. Un mix entre du Cronenberg, du Almodovar et Frankenstein, avec un scientifique tordu qui se prend pour Dieu et qui n'hésite pas à sacrifier des jeunes filles pour juste oublier sa propre culpabilité. On est quand même sur un film assez intriguant, hein, rien qu'avec ce pitch. Et ce qui tombe bien, c'est que c'est aussi un film qui va pousser loin son concept en fait. On est sur un vrai film d'horreur, et j'ai presque envie, d'extrapoler un peu, mais de parler d'un film de fantôme triste. Ne serait-ce que par la présence de la fille, qui est un véritable spectre mutique et dévasté, qui se retrouve, malgré elle, dans une histoire terrible, et alors, mais superbement mise en scène. Vous le voyez sans doute aux images, on est sur un noir et blanc qui est typique de l'époque, mais qui est du coup assez superbe, et surtout très contrasté. Contrasté, évidemment, parce que quand on filme une histoire aussi ambiguë,
moralement, mais surtout très poétique, on se doit d'avoir un jeu d'ombre et de lumière qui est très réussi, c'est le cas ici. Surtout que ça sublime aussi parfaitement les visages qui sont vraiment le sujet principal du film en fait. Et la mise en scène est très intelligente dans ses cadrages, dans ses partis pris, pour nous faire comprendre et nous rappeler ça en permanence sans être complètement lourdingue. Non, on est vraiment sur un film subtil, très bien rythmé, qui n'est pas radin en séquences horrifiques aussi, et c'est un vrai beau film d'horreur triste, de ceux qui peuvent rappeler, pour aller vers du cinéma plus récent, Les Autres ou L'Orphelinat. C'est vraiment un beau film tragique. Le personnage de la fille qui suit tout ça en filigrane, moi je l'adore ce personnage. Si je dois encore penser à des références, elle me ferait presque penser à un fantôme triste dans un film de Mike Flanagan. Mais bon, là je fais beaucoup de name dropping, Les Yeux sans visage se suffit à lui-même en tant que film. C'est un superbe film français à découvrir pour les amateurs de films de genre, un film qui est techniquement très solide, à l'émotion vive et qui est à la fois divertissant et impactant. C'est le genre de film qui va se révéler très riche si tu pousses un peu l'analyse, mais qui va fonctionner tout autant en tant que pur film d'horreur pour te faire passer une soirée. Pas non plus sur du Saw, les gars, on n'est pas non plus sur Hostel ou je sais pas quoi, mais par contre, il est quand même pas exclu d'y voir un peu les prémices du body horror, j'ai envie de dire. Et c'est ce que j'aime tant dans le cinéma français de genre, cette volonté de toujours creuser un peu plus ce qui aurait pu être juste un simple concept aguicheur. Donc, merci beaucoup Abden d'en avoir parlé ici, ça faisait bien longtemps que je voulais moi-même l'évoquer sur Intercut, tu m'en donnes l'occasion et ça fait bien plaisir. Ok, bon alors troisième film, les cocos, on part encore une fois sur un film qui n'a rien à voir avec les deux précédents, mais on va aller faire un tour du côté de l'Espagne cette fois. Et nos amis espagnols, ils connaissent ce film. C'est un film qui a eu 10 Goya, donc l'équivalent des Césars espagnols. Donc il a eu 10 Goya en 2013, dont celui du meilleur film, juste ça. C'est une sorte de sombre adaptation de Blanche-Neige qui nous est proposée par Art Goupil, et qui s'appelle, alors bon, moi je préviens, j'ai pas fait d'espagnol, j'ai pris allemand LV2, Blancanieves. Bon alors je parle de Blanche-Neige, mais j'aurais très bien pu parler de Carmen aussi. Alors juste laissez-moi vous raconter l'histoire. L'histoire, elle se passe dans les années 20. Carmen est une jeune fille qui a une vie plutôt compliquée. Son père, paralysé par un taureau lors d'une corrida, a perdu son épouse, donc la mère de Carmen, qui est morte suite à l'accouchement de Carmen. Et notre père paralysé a refait sa vie avec une sorcière qui est juste horrible envers la jeune fille. Après un enchaînement de circonstances tragiques, Carmen va être amenée loin de ces deux adultes qui sont quand même assez horribles, et va être recueillie par une troupe de nains qui vont la renommer Blancanieves, du coup Blanche-Neige en français. Bon, rien que dans ce pitch, moi je trouve qu'il y a quand même la promesse d'un sacré film, promesse tenue. Pas changer du précédent film, on reste sur du noir et blanc, mais alors les gars, mais quel noir et blanc? Je veux dire, regardez ça, franchement c'est peut-être un des plus beaux noirs et blancs modernes que j'ai pu voir. Et si avec que ça, mais non, en fait vraiment pour filmer son récit, Blancanieves a tellement d'idées, a tellement de parti pris, parce que oui, alors attendez, c'est vrai que j'ai zappé ça, il y a un truc que je vous ai pas précisé. On est sur un film qui est un hommage aux années 1920, donc un hommage à l'époque où se passe le film, et donc on est sur un film muet. Et là-dessus, attention, je sais que je suis en train d'en perdre la moitié, le film va beaucoup plus loin que The Artist, parce que sa maîtrise visuelle est totale, que sa bande originale est juste, mais alors, sidérante de beauté. Je sais qu'un film muet peut rebuter dans l'idée, mais croyez-moi, c'est juste impossible de vous y ennuyer parce que chaque tableau de ce film est juste mémorable. Puis voilà, il n'y a pas que ça, il y a cette histoire qui est rythmée, qui va très vite, qui vous prend dans son tourbillon, faisant appel à votre mémoire collective, en entremêlant les contes et en distillant un romantisme absolu. Franchement, faut se dire qu'on est sur une grande fresque poétique avec des séquences de bravoure qui vont vous hanter très longtemps. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Et je parle même pas de cette fin, mais alors la fin, elle est magnifique. Elle est merveilleuse, en fait, vraiment tout le dernier acte de ce film est mémorable
mémorable et achèvera de vous convaincre qu'on est sur une pépite. J'évite de trop en dire sur Blanca-Nieves, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Mais vraiment, allez, bon, si je veux me plaindre un peu, si je peux nuancer, je dirais peut-être que les premières minutes font preuve d'un peu moins d'ingéniosité que le reste du film, mais encore, en fait, c'est justifié par le récit. Non, franchement, c'est un film qui a très peu de défauts, c'est un film qui a mérité l'énorme bruit qu'il y a eu autour de lui en 2013. Offrez-vous 1h45 de poésie brute avec Blanca-Nieves, c'est un grand film. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup pour ce format que vous suivez, que j'adore, qui me permet vraiment d'échanger avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez me présenter votre film en le mettant en commentaire, peut-être qu'il sera tiré au sort. D'ici là, nous, on se retrouve très vite. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, c'est le meilleur soutien. On se revoit très bientôt. Ciao à tous, bisous.